toute ma peau, en fait, de mon scalp était sortie, comme ça, j'avais comme une oreille de, je disais une oreille de Pluto. Puis je remonte, puis là, il y a mon bras qui fait une sorte de bosse ici, une fracture de l'ulna, et puis les doigts tout cassés, tout, oh là là, bon. J'appelle au secours. Ouais. Bon, évidemment, il y a peut-être un perroquet, 2 oiseaux et un singe qui me répondent. Et je me dis, bon, bah là, c'est fichu. Hein. Aujourd'hui, nous accueillons Morgane Segui, qui après une chute de 7 mètres, a dû survivre seul, sans eau, pendant 5 jours au Timor-Leste. Il en a publié un livre chez Premier Parallèle, 5 jours au Timor. Bonjour Morgane, et merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour 20 minutes TV, merci de m'accueillir. Tu as donc passé 5 jours au Timor, où tu as vécu une expérience assez particulière. Il y a 5 jours qui ont été très particuliers. Ouais. Et on va revenir dessus, tu vas nous raconter cette expérience. Avec plaisir. Alors on va déjà reprendre l'histoire à ses débuts. Qu'est-ce qui t'a amené au Timor à ce moment précis? Est-ce que c'était des raisons personnelles, professionnelles? Voilà. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Ok, il faut faire un petit voyage de quelques 7-8 000 ou un peu plus kilomètres. J'étais au Kazakhstan, je travaillais, je tenais un bar de nuit, concert, on faisait des premières de cinéma, etc. Et je m'étais mis à faire de la vidéo pour des organisations. J'ai fait une chouette vidéo pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et je me suis dit, vraiment, ça, j'aime faire ça. Je veux faire continuer à faire des vidéos pour les organisations. Et un copain du Kazakhstan se retrouve muté au Timor-Leste, à l'Union européenne. Et il me dit, tiens, toi qui cherchais à faire des vidéos pour des ONG, ici, il y en a énormément. C'est un des plus jeunes pays du monde, après le Sud-Soudan. Donc, tout est à reconstruire et des ONG du monde entier viennent supporter le gouvernement et le pays pour sa reconstruction. Donc, je vais au Timor et là, coup de foudre avec le pays, avec les gens, avec les routes, avec les tropiques. Et je trouve une petite maison près de la mer, le long de la mer. Voilà, et donc, tout fait que, bon, je sens que je suis au bon endroit. Voilà. Ok. Et du coup, un jour, tu décides d'aller faire une randonnée. Et en face de chez moi, il y a une île où tous les copains vont le week-end et je me mets en tête que moi, j'irai pas avec le bateau de la ville, j'irai avec mon petit bateau. Donc c'est 18 000 nautiques, ça fait 35 km. Et du coup, j'apprends, donc je vais un peu à un tiers du chemin, puis à mi-chemin, puis le jour où je suis à mi-chemin, je dis je suis prêt pour faire l'autre moitié. Prochaine aventure, c'est retourner à Taoro, cette petite île en face de chez moi, et monter la montagne, un petit pic de 1000 mètres. Qui est une montagne sacrée là-bas. Qui est une montagne sacrée qui s'appelle le Manu Koko, le chant du coq. Le monde des esprits, c'est vraiment un des territoires louliques, c'est le haut de cette montagne. Donc je me dis, waouh, ça, il faut que je fasse. Ouais. Donc l'idée, c'était la traversée d'une traite et grimper en trail. Je me dis, allez hop, je file, je traverse, je grimpe. Évidemment, j'arrive, il devait être 11h, 11h30 quand j'arrive sur l'île. Au Timor, dès qu'un bateau arrive sur une petite île, il y a toujours des gens qui arrivent vous aider à amener le bateau sur le sable, etc. Parce qu'il n'y a pas de port, il n'y a pas de... Donc tout le monde, les enfants et les hommes de loin, viennent vous aider. Et on me dit, tu vas où? Je dis, je vais faire le Manu Koko. Ah, tu pars quand? Je dis, je pars maintenant. Il fait, ah bah non, c'est trop tard, tu aurais dû partir plus tôt. Je dis, ah, ça va aller, je vais y aller en courant. Donc voilà, je monte, tout se passe bien, je rencontre des gens aussi en chemin. Il y a vraiment un épisode que j'ai envie de vous raconter. Oui. Je rencontre 2 femmes, une jeune femme et une femme âgée avec un œil blanc, aveugle. Et ça, la jeune personne me dit, écoutez, Man, tout le monde s'appelle Man, frère, sœur, j'ai comme le devoir de vous raconter ça, de vous prévenir, là-haut c'est le territoire des esprits. Vous voyez là, la limite de mon champ, c'est chez nous, c'est les humains, tout va bien. Mais là-haut, il est déjà tard pour y aller, et je sens que vous allez y aller, donc surtout ne passez pas la nuit là-haut. J'arrive là-haut, je mange un petit bout de quelque chose, je finis ma bouteille d'eau, et là je dis, bon, ok, faut pas tarder. J'ai plus qu'à descendre. Si je trottine bien, c'est 2h, 2h30. Sans eau, ça va le faire. La nuit tombe, faut pas tarder. Donc je pars. Et là, arrive plus ou moins ce qu'on m'avait dit, qu'il se passait des choses étranges là-haut. Littéralement, le sentier qui était là,
disparaît sous mes pieds, quoi. Et là, et vraiment, je me souviens vraiment de cette espèce de lenteur. D'un moment, j'ai... C'était un glissement de ouais, de terrain, temps, non, de temps, de terrain. Parce que je suis sur un chemin, puis d'un coup, il n'y a plus de chemin, quoi. Ouais. Voilà, donc je suis perdu, j'ai plus d'eau. Je décide de rejoindre un cours d'eau, c'est la saison sèche qui est à sec, en me disant, voilà, le cours d'eau que je vois au fond, il va forcément rejoindre la plage. Et s'il rejoint la plage, ben, après, j'aurais plus qu'à allonger la côte pour retrouver mon bateau. Donc je fais ça, mais évidemment un cours d'eau en montagne, un petit plat, une chute d'eau, un petit plat, une chute d'eau. Donc je descends des chutes d'eau qui paraissent correctes, puis il y a vraiment des moments où je suis suspendu, il reste 1,50 m, 2 mètres, je me lâche, je sais que je ne pourrais pas remonter. C'est des pierres très lisses dans les chutes d'eau, etc. Et je me retrouve à un moment avec une chute d'eau en face de moi, vraiment trop profonde, impossible de descendre. Donc je ne peux pas remonter. À ma droite, c'est la jungle inextricable, verticale, avec des araignées, des serpents, des bêtes, des plantes vraiment... Et tu penses à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens du coup? Alors, t'es coincé, quoi. Je suis coincé, mais en même temps, je suis vraiment fan de bouquins d'aventure. Et je me dis, bon, bah là, t'y es, en fait. Donc ça m'aide. Dans un certain côté, je me dis, bon, bah voilà, c'est ton aventure. Et du coup, je commence aussi à écrire des morceaux. Dans ma tête, je suis perdu, ça va être chouette de rentrer, de raconter ça, parce que voilà, il y a une chauve-souris, le truc, une petite escalade, c'est une vraie aventure. Tu penses déjà finalement à écrire à ce moment-là? C'est ta façon peut-être de vivre ce qui t'arrive? C'est que tu te le romances? En fait, je me le raconte. Ouais. Je suis vraiment fan de bouquins, donc je me le raconte un peu littéraire. Et donc là, t'es suspendu. Et donc là, je suis coincé pour l'instant, la jungle, le truc un peu, et juste à gauche, un piton rocheux, 40 mètres, et je me dis, voilà, c'est le passage. J'ai fait un peu d'escalade, je vous déconseille de faire ça, c'est vraiment, voilà, c'est une grosse... voilà, c'est en mode survie, donc là, j'avais pas le choix. Et je pars donc escalader ce piton, et arriver sur les derniers mètres, donc il y avait pas mal de prises avant, et sur les derniers mètres, avec le vent, avec l'eau, l'érosion, plus de prise. Seulement un petit arbuste qui grimpait comme ça, qui me permettait d'atteindre le haut. Mais j'avais que ça. Donc je tais, je regarde, je tire dessus et puis je finis par mettre tout mon poids et grimper. Et là, au moment où j'arrive à mi-corps, c'est pas l'arbuste qui sort, c'est carrément tout le rocher qui part. Et là, et je me vois partir et le temps s'arrête, mais vraiment comme dans un film. Et je vois la terre, les petits bouts de terre de sable, les brindilles qui partent. Et je vois tout le rocher qui part. Et vraiment, j'ai beau me souvenir... Tu vas en ralenti? Ouais, j'ai vraiment un souvenir de 6-7 secondes de temps. Et même mon cerveau qui dit, ok, trouve quelque chose, trouve quelque chose. J'ai le temps de me dire ça et de voir les trucs. Et je plante mes doigts. J'essaie de planter mes doigts dans la roche, donc je sens mes doigts qui cassent. Et puis d'un seul coup, le ralenti s'arrête et une espèce d'énorme premier coup. Et ça, c'est assez étrange que ce n'est pas de la douleur. Je sens du chaud, une vague de chaud qui se diffuse dans ma tête. Un autre coup à gauche et je m'écrase par terre et je perds connaissance. Et donc, tu te réveilles? Je me réveille dans la nuit, pleine lune. T'as une montre avec toi, tu sais à peu près quelle heure il est? Une petite montre, pas celle-là parce que l'autre j'ai donné à la personne qui m'a sauvé la vie. Mais donc je me réveille et je suis enfiché, vraiment écrasé dans une roche qui m'a retenu. Finalement je suis pas tombé des 40 mètres, j'ai dû tomber 7-8 mètres avec des coups qui m'ont amorti. Et vraiment il y a une plateforme comme ça, c'est une roche volcanique donc c'est très rugueux. Et donc je suis complètement scotché, comme scratché presque à la roche. Et voilà, j'ai la tête comme ça, et le bras ici, et je me réveille, et plus rien ne bouge. Bon, des petites douleurs, des choses, mais je commence à inspecter, il n'y a que ma main gauche qui bouge, et là je suis tout trempé. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je me demande si je me suis pas uriné dessus, je regarde autour de mes jambes, non. J'arrive ici, et puis là, il y avait une nouvelle oreille, comme une oreille de chien qui pendait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois mes cheveux, je sens que c'est moi, mais c'est ailleurs. Et je remonte comme ça, et toute ma peau, en fait, mon scalp était sorti comme ça. J'avais comme une oreille une oreille de Pluto. Et donc ça, t'en es conscient? Là, je suis conscient, et je suis là, et j'ai mon oreille, je suis c'est fou ce truc et tout. Puis je remonte, puis là, il y a mon bras qui fait une sorte de bosse ici, une fracture de l'ulna.
puis les doigts tout cassés, tout, oh là là là, bon. Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu paniques? Je me dis, j'appelle au secours. Ouais. Bon, évidemment, il y a peut-être un perroquet, 2 oiseaux et un singe qui me répondent. Et je me dis, bon, bah là, c'est fichu, hein. C'est fichu. Donc, je me récite la règle de survie. Ce sont des moyennes, c'est 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger. Voilà, c'est des moyennes qu'on lit dans les guides de survie. Et je me dis, bon, ça fait un moment que j'ai pas bu, j'ai perdu beaucoup de sang. Je pense que ça va plutôt être 2 jours. Voilà, ça va durer 2 jours, ça va pas être trop long. Et je suis curieux, je me dis comment un homo sapiens meurt en montagne. Du coup, je retrouve vraiment dans mon idée de roman, quoi. Je me dis, bon, bah, au moins quitte à mourir, autant vivre une dernière bonne expérience. Ouais. Grosse tristesse, parce que je me dis, on va jamais retrouver mon corps. Ah, donc t'es convaincu que tu vas mourir? Oui, là, je suis sûr, c'est sûr. Donc j'ai laissé tomber Enfin, à ce moment-là, je me dis, c'est fichu, là vraiment, je suis enfiché dans une roche, tout tu cassé. sais combien de temps t'as passé en coma? Ouais, parce qu'en fait, il y a eu le réveil dans la nuit, donc il devait être 2 h du matin. Et le second réveil, c'était au lever du jour, donc 6h30, 6h30 au Timor. Et t'es tombé vers quelle heure? J'ai tombé vers 21h, 21h30. Ouais. Voilà. Et donc, zone tropicale, premier soleil, et là, je grille, quoi. Enfin, voilà, chaleur tropicale et le soleil et déshydratation. Et je me dis, bon, l'homme contre la nature, ça va pas le faire. Et j'ai des images d'animaux sauvages qu'on voit tous dans les documentaires ou même quand on se balade en forêt ou souvent c'est à l'étranger qu'il y a des animaux errants. Ils ont dû se prendre une voiture ou un truc, ils sont blessés, puis ils sont vivants. Ils ont une grosse blessure ou une patte cassée, mais ils sont vivants, on voit bien qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital. Et je me dis, ouais, un mammifère, finalement, ça se soigne tout seul. Ouais. Les animaux sauvages survivent à pas mal de blessures. Et je me dis, bon, ok, en fait, je suis un petit animal blessé. Donc je ne suis pas Bear Grylls, l'homme contre la nature. Je suis le petit oiseau tombé du nid, tout cassé, et qui va tenter de s'en sortir. Donc tu reviens en fait au statut primaire, animal, pour te mettre en mode survie. En tous les cas, c'est vraiment ça qui m'arrive. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me permet d'apprécier le moment et de, comme tu dis, de mode survie. C'est plus moi qui commande vraiment. Voilà. À un moment, il y a mon cerveau, ma tête, mes yeux voient une zone d'ombre en bas de la rivière. Ça, je me dis même pas, vraiment, mon corps se met en route et je rampe et je glisse sur les fesses et je vais chercher l'ombre dès que le soleil arrive en bas de la rivière. Voilà. Là, je dors 3 jours. 3 jours, ce que fait une bête malade en fait. Tu te mets dans un coin, elle dort, elle jeûne parce qu'il n'y a rien à manger. Tu bois quand même, tu t'hydrates? J'ai pas d'eau. Par contre, le premier réveil, comme tout le monde, j'ai envie de faire pipi. Et là, mais c'est instinctif. Il y a une alarme qui s'allume dans ma tête. On a trouvé de l'eau, on a trouvé de l'eau. Et j'attrape ma bouteille, je fais pipi dans ma bouteille d'eau vide. Et j'ai 1 litre de pipi, quoi. Et donc, hyper sceptique. Et puis alors, bon, de toute façon, j'ai hyper soif. Je goûte. Ok, c'est ok, quoi. C'est ok. Ah ouais, ok. Et j'avais entendu qu'il y a des gens qui font ça, des espèces de cures. Oui, c'est vrai qu'on. Retraite, yoga, méditation, je sais pas exactement. Ou des survivants qui ont bu leur urine. C'est connu. C'est connu. Puis je me dis, bon, allez, et je goûte. Et vraiment, ça me rafraîchit, ça m'aide. C'est vraiment quand tu es en train de mourir de soif. Donc je bois cette urine, puis je me dis, il faut rationner. Donc je fais des petites gorgées, je laisse refroidir à l'ombre. Et plus c'est frais, plus c'est agréable d'ailleurs. Donc vraiment, j'ai du mal à retenir ça. Et vient la 2e journée, repipi. Et pipi de pipi, non, ça c'est pas possible. C'est jaune, orangé, marron, rempli de toxines. Faut pas boire le pipi de pipi, je vous déconseille fortement. C'est écrit d'ailleurs, en survie, on peut boire son urine une fois. Une fois, mais pas deux fois. Ok, des bons conseils. Ouais, bons conseils. Après, c'est vraiment des situations de survie. Je ne sais pas médicalement ce que ça vaut.
C'est ce que j'ai fait moi. Voilà. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas vous apprendre à Tu survivre. as gagné du temps en tout cas. Tu gagnes du temps en déshydratation. Ouais. Ouais. Tu récupères de l'eau que tu perds dans les urines. Ça Voilà. marche. Donc, et puis je grignote des petits bouts d'herbe. Alors là, une fois encore, gros warning, attention, on ne mange pas les herbes qu'on ne connaît pas. Y en a 2 qui ont vraiment failli me faire passer en quelques minutes. Avec des quantités mais mini quoi, genre une goutte de sève, des choses qui ont vraiment failli m'étouffer. Donc vraiment, là, il faut connaître les plantes si on veut les manger. Les plantes et les champignons, c'est vraiment parfois des microdoses qui vous font passer de vie à trépas. Donc voilà, faut pas jouer avec ça. Là, c'était vie ou mort, donc de toute façon, j'ai essayé un peu ce que je trouvais avec des toutes petites doses. Il y a vraiment 2 fois où j'ai failli passer en me disant « Ah, je vais mourir comme ça ». Et puis ça passait quoi, 1 heure ou 2 après, ça passait. Des mini-empoisonnements en fait. Ouais. Il y a un réveil en particulier, j'avais rêvé comme dans une mauvaise pub de shampoing, j'avais rêvé de vagues d'eau pétillante. Et donc dans mon rêve, je buvais, j'étais dans de l'eau et c'était génial. Et je me réveille et là, d'un seul coup, la soif saute au visage, la soif reprend tout et t'es comme un fruit sec en fait. Tes doigts ne peuvent plus se plier, tout est amaigri, tout est sec, quoi. Tu sèches, tu deviens comme une brindille. Donc tu as même du mal à les articulations, tout, tu deviens une momie, quoi. Et comment tu surmontes ces pensées, justement te dire j'ai peut-être comme ça que je meurs quoi. Il y a ça, il y a le truc où je dis voilà, je suis dans un roman, déjà ça c'est intéressant. 2, je commence à écrire des bouts et je me dis il faut que je rentre pour raconter et je joue pas à la dinette mais je joue à l'interview. Raconter ça, et ça me tenait, ça m'a tenu. Et la chose dont on a parlé déjà, c'était vraiment ce switch de dire je suis pas l'homme dans la nature mais je suis un animal dans la nature, dans son milieu finalement. Tu vois. Et ça m'a vraiment aidé, d'apprécier ce truc de dormir par terre comme un chien, de dire ah tiens mais c'est une expérience. Comment tu t'en sors justement de cette expérience? Je vais aller vite mais voilà, il y a une nuit, des bruits dans la jungle, une grosse pierre qui tombe à côté de moi, ça me réveille, j'entends des grosses bêtes qui arrivent et ces grosses bêtes c'est juste des chèvres, enfin juste, c'est pas juste parce que ça c'était des chèvres, the chèvres. Donc tout un troupeau de chèvres qui arrive et qui passe déjà quelques minutes avec moi, dont la plus jeune qui met vraiment son nez comme ça, près de mon nez, qui me regarde. Ça se mange une herbe sèche. Ouais, il a l'air un peu sec celui-là. Et qui me regarde vraiment, mais c'était très chouette. Enfin, je l'ai pris vraiment comme avoir des potes, quoi. À un moment, t'es là, il y a des gens qui viennent te voir. C'est des gens. Voilà, c'est le premier mot. Il y a des gens qui viennent te voir, te rendre visite. Et là, t'as combien de jours Là, c'est le 3e jour. 3e jour, ouais, ok. 2e nuit, 3e jour va commencer. Et bon, déjà, ça me réchauffe le cœur d'avoir ces regards, les gens qui disent, enfin les chèvres, j'arrive pas à dire autre chose qui te regardent, puis avec ce regard qui te dit, ah désolé mon vieux, là t'es en mauvaise passe, mais ça va aller, t'inquiète. Je lis vraiment ça. Et puis ils s'en vont. Ils disparaissent derrière un arbre, et là je les vois grimper sur la falaise dont je suis tombé. Sauf que eux, ils grimpent pas tout droit. Ils ont un chemin de chèvre que j'avais pas vu, qui zigzague comme ça. Et je les vois cheminer sur leur chemin de chèvre. Et je me dis, si je pouvais repartir, déjà, au moins j'ai un chemin. Une façon d'arriver en haut de cette sacrée falaise. Et je me rendors. Et je me réveille au petit matin, j'avais mangé quand même pas mal de petites herbes. J'avais trouvé une herbe assez croustillante et aqueuse, on va dire, hydratante. Donc j'en avais mangé beaucoup, c'est à côté de moi, il y a une petite liane qui courait sous les herbes. Et donc ça m'a donné une colique de fou, ce truc. Enfin, je me réveille et voilà. Et ça c'est jamais dans les livres d'aventure que j'ai lu, le héros qui se réveille. J'ai jamais vu Indiana Jones avec la culotte pleine de coliques. Et donc je suis là, comme ça, tout cassé avec ma colique. Et j'avais creusé un trou, je voulais pas raconter, j'avais creusé un trou pour chercher l'eau en me disant peut-être au fond d'une rivière, l'eau va apparaître, ou s'il pleut, ça va se remplir. Donc j'avais les pieds dans un trou, j'étais plein de sel, de caca, on peut pas dire autrement. Et la tête cassée qui commençait à sentir vraiment pas bon. Et là, ça sentait vraiment le film d'horreur, quoi. Le mec qu'on a, ou le film d'horreur, ou le mauvais film de gangster, le mec qu'on a jeté là, au fond de la forêt. Et il me dit, bon, là, c'est là, c'est irrémédiable, ou tu fais quelque chose maintenant, mais si t'attends un peu, c'est fini.
Et je me dis, allez, on essaye quoi, de revenir dans le monde des humains, le monde des animaux qui se nettoient, quoi, qui prennent soin d'eux. Et je me lève, je m'appuie contre une roche, je me lève, c'est long, et je me lave avec des feuilles, du sable, et je fais une toilette comme ça, plus ou moins efficace. Et je suis debout, et je suis propre, et je suis tout nu, et d'être tout nu, c'est hyper agréable, parce que du coup, là, je gère vachement mieux la chaleur. Donc à partir de ce moment-là, je suis tout nu, tout le temps. Et j'ai moins chaud, la déshydratation est plus agréable. Et je me dis, je vais aller faire le chemin des chèvres, en fait. Donc je suis debout de toute façon. Donc ça paraît rapide, mais ça met 1 heure à se décider, à tituber, à tomber, à se remettre. Et je me dis, bon, c'est parti. Et mon premier pas, mais vraiment mon premier pas, c'est... Donc j'ai le bras cassé, que j'ai dans mon t-shirt. Et le premier pas, c'est comme ça. C'est 5 cm. Et je rigole. Vraiment, ça me fait rigoler. Je dis, ah ouais, tu crois que tu vas monter le chemin de chef comme ça, avec ton petit pas? Et je le baptise petit pas de grand-mère. Et ça monte, ça monte. J'ai la falaise à droite sur l'épaule pour pas tomber. Je suis éberlué que mes pieds tiennent sur ce petit bout de sentier. Alors des fois c'est 10 cm, mais des fois c'est vraiment des pieds de chèvre, quoi. Et puis je monte, j'arrive, et puis en haut de cette falaise, en fait, il y a un champ. Il y a encore un peu de marche, etc., mais je tombe sur une barrière de champ. Et je vais faire vite, je grimpe cette barrière, j'arrive, et là je pose mes 2 pieds, et je me dis, waouh, je suis du bon côté de la barrière. Parce que vraiment ma peur, c'était qu'il n'y ait pas de corps, en fait, que ma famille, mes amis se disent, Morgan, il est parti, où il a été enlevé, ou il s'est juste salaud, barré, il doit siroter des bonnes noix de coco tranquille au Timor. Ça ne nous étonne pas de celui-là. Voilà, j'imaginais tout et son contraire en me disant non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Il faut que je rentre. Et donc là, tu es de retour du côté des humains. Tu as traversé la barrière. Ouais, je suis du côté de dire au moins on retrouvera mon corps. Ouais. Voilà, ce sera déjà ça. Au bout d'un moment, je trouve de quoi manger dans ce champ. Je passe la nuit, parce que la nuit tombe, je passe la nuit. Et au petit matin, j'explore. Et en bas d'une vallée, donc la vallée qui est derrière ce champ, je vois une petite maison. Une maison de champ, une maison de ferme. Mais vraiment, ça fait 2 mètres par 3, c'est haut comme ça. C'est là où les gens, pendant les récoltes, viennent boire le café, dormir, etc. Et j'appelle. Il y a mon sauveur, Moïse, ça s'invente pas, qui arrive. Visage de boxeur qui a gagné tous ses combats. Magnifique, solide, avec un lance-pierre, grand comme ça. Tendu, qui me regarde. Et j'essaie de l'expliquer. Et il me dit, ok, pas besoin d'explication. Il me prend dans ses bras et il fait, on va faire une prière. Donc ils sont protestants sur cette île. Donc protestants, vraiment pour eux c'est Jésus. C'est la voix de Jésus. Et il prie Jésus. Il dit, Jésus, merci d'avoir amené cet homme sur mes terres. Donnez-nous la force de le ramener au sien. Il me dit, tu peux marcher? Je lui dis, bah oui, doucement. Et il me dit, donne-moi ton sac et on y va. Et on descend, on va jusqu'à sa maison. Sa petite cabane, quoi, de Oumatos, la maison de champ. Et là, il y a Mana Raquel qui apparaît, sa femme. D'accord. À 10 mètres devant sa maison, qui me regarde. Et là, quand je vois Mana Raquel, quand je vois ses yeux, le regard qu'elle m'envoie, mais je me sens déjà soigné, quoi. Vraiment un regard de désolation et de dire on va s'occuper de toi, et vraiment qui me couvre, quoi. Moïse m'installe dans sa maison. Elle revient avec une énorme assiette de riz, petit pois et un grand café Timor. Donc c'est un café très léger, chaud et très sucré. Elle apporte de l'eau déjà. et Moïse grimpe au cocotier. Ouais. Il me ramène 2 noix de coco, qui est une des meilleures eaux, l'eau de coco pour l'hydratation. Et il me dit, une pour maintenant, une pour le chemin. Et donc, à chaque gorgée, à chaque cuillère, je pleure, mais je pleure toutes mes larmes. Je suis là, c'est bon, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est tellement bon, c'est tout. Et, le corps est tellement content de... Et tu te dis surtout, tu as survécu, ça y est. J'ai survécu, et puis je suis là. Et puis même si je meurs dans les jours qui arrivent, bon... T'auras vécu. J'aurais vécu tous ces moments. Ouais. Et on me retrouvera. Et donc le plan, c'était qu'au petit matin, je prenne un bateau. Un petit bateau de pêcheurs qui me ramenait de l'autre côté de l'île où il y avait une petite piste d'atterrissage pour une piste de brousse où des petits avions peuvent atterrir, qu'une amie
avait commandé un bouquet, un petit avion. Et donc ce petit avion vient me chercher, me ramène à Dili, la capitale. Je vais dormir chez moi, tout le monde dit « Ah mais va aux urgences ». J'ai tout cassé, je dis « Non, je veux prendre une douche chez moi, je veux manger chez moi, passer une nuit chez moi ». Et donc les amis me veillent une nuit de plus à la maison. Et du coup, hôpital, urgence, le lendemain matin, donc là c'est le 6e jour. Et moi je veux réparer mon bras. Et il me dit non, on va recoudre la tête. Et donc, ils recousent la tête, très bien. Coopération timoro-chinoise, des médecins qui viennent du monde entier, qui me recousent. Et tu as eu des séquelles physiques après? Pas grand-chose. J'ai toujours une petite mouche. J'ai eu un gros coup dans l'œil. Okay. Une petite mouche qui se balade par là, elle est là. Elle se balade. J'ai le bras qui se déplie pas complètement. Il y a des mouvements, je refais de l'escalade, des mouvements que je peux pas complètement faire, qui sont douloureux. Typiquement, voilà, la main, je sais pas comment on dit, contorsion, absorption. Enfin, voilà, quand je mets la main à l'envers, j'ai vraiment, c'est très douloureux. Mon os en fait était complètement détruit, donc il a été refait avec un morceau de ma hanche. D'accord. Voilà. Donc ils n'ont pas réussi à réparer l'os tel quel, donc il a fallu greffer un morceau de ma hanche pour refaire l'os. Non, c'est tout. Après, les séquelles... Déjà, quelle leçon, du coup, t'as tiré de cette épreuve? T'en as retiré quoi de tout ça? D'être plus présent avec la famille, mais c'est en travail, c'est vraiment la famille avec les gens. En fait, il y a ce côté un peu enfant gâté où je me suis rendu compte à l'accident qu'il y avait plein de gens qui m'avaient aidé toute ma vie, qui m'avaient soutenu et je n'avais pas pris le temps de dire merci. Ou quand des coups de main arrive à quelque chose qui ne fonctionnait pas, de dire pardon. Donc, ouais, il y a vraiment, en tous les cas, en ce moment, ce chemin d'essayer de rappeler les gens, de m'excuser, de dire merci, puis de donner à mon tour. Je pensais toujours avoir donné parce que j'ai organisé beaucoup de choses. J'ai fait des stages au SAMU social, j'ai eu mon brevet de secourisme. Je donne des choses, voilà, bon, mais aussi il y a la famille, les amis qui sont là. Tu as changé finalement ta relation à l'autre que tu as Ma relation à l'autre et ma relation à l'eau. Ça a vraiment été, parce que jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de me poser, boire un simple verre d'eau pétillante et vraiment de prendre 5-10 minutes et à me rappeler que ouais, je suis un des seuls à pouvoir en tous les cas, apprécier, pas un des seuls, mais que ouais, je sais apprécier un verre d'eau dans toute sa petite odeur, l'épaisseur des bulles, l'épaisseur du verre d'eau. Ce que nous, on ne fait plus du tout parce qu'on a ça à volonté. Et toi, comme tu as vécu vraiment le manque, tu as compris ce que ça représentait. J'ai vécu ce que j'ai représenté. Du coup, l'eau était toujours importante, je navigue, je fais de l'apnée. Et du coup, en rentrant à Paris, j'ai rejoint pas des associations, enfin c'est une association et un collectif. Le premier collectif, c'est les ourques polaires. Donc on nage dans le canal de l'Ourcq. Okay, oui. On nous a vus nager avec Anne Hidalgo. On a été invités parce qu'on est les pionniers, les ourques sont les pionniers de la nage urbaine, en tout cas à Paris. C'est ton rapport aux autres, à ta famille, ton rapport à l'eau. Ouais. Est-ce que ça a changé ton rapport peut-être à la résilience? Est-ce que tu te sens plus résilient dans ce que tu peux faire dans ton sport ou dans la vie de tous les jours? Je pense que le côté résilient était déjà là, d'aller jusqu'au bout. Il y a un rapport à la mort qui est très apaisé. Dans ma pérénigration, je me souviens avoir fait une sieste sous un arbre quand je montais la colline. Et je m'étais vraiment dit, ok, je viendrai mourir là. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite. Donc ouais, il y a ce rapport à la mort. Donc évidemment, dans le militantisme, dans l'activisme, voilà. J'essaie d'aller dans des lieux où les choses bougent pour l'environnement. Voilà, je parlais d'assaut. Je suis aussi avec les gardiens de la Seine. Ça c'est très chouette, je vous conseille d'aller voir pour les Parisiens. C'est une asso qui milite pour le droit de la Seine. Okay. Et qui dit que la Seine devrait avoir les mêmes droits qu'une personne. Et c'est une asso qui me touche beaucoup parce qu'ils militent avec les outils du droit. Et ils veulent que le droit des rivières rentre dans les textes de loi. Tu as ressenti le besoin d'écrire cette expérience? Est-ce que c'était une façon de te libérer un petit peu de ce traumatisme, de partager un message?
Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à écrire ton livre, du coup, 5 jours au Timor? Il y a eu vraiment plusieurs phases d'écriture, comme je te disais tout à l'heure. Il y a eu la première phase dans la survie, dans le trou, où il y avait des bouts qui disaient « Ah, ça faut que je raconte la soif, faut que je raconte que je suis par terre et qu'il y a des tiques sur moi et que c'est ok. Faut que je raconte une chèvre qui vient mettre son nez. Faut que je raconte ma grand-mère Voilà, tout ça, faut que je raconte. » Donc cette première phase où il y a des bouts comme ça. Et puis ce rêve ce jeu de passer à la télé et être interviewé, ça me tenait. Puis retour à l'hôpital, j'écris sur mon smartphone avec un copain m'a acheté une petite bague qui se colle derrière le téléphone pour pas que le téléphone glisse quand tu le tiens à une main. Et avec mon pouce, comme ça, j'ai écrit toute l'histoire. Et même avant, sur un petit papier À4 comme le tien, j'ai juste couché les jours, le déroulé pour pas oublier ce que je savais que ça allait. Donc j'ai mis 19 juin, 15 juin, 16 juin, 17 juin, l'arbre, le truc, le fruit, rencontre avec Moïse, le bateau, faut pas oublier. Il y avait cette envie de raconter. Et puis j'ai écrit un petit PDF que j'avais mis sur Facebook et juste qui raconte l'histoire, quoi, telle quelle. Et là, ça a éclaté. C'est genre, jamais j'avais eu un post autant partagé, et que ça partait partout, de partage. J'avais des mots d'Australie, des États-Unis, du Maghreb, des gens de partout qui avaient reçu ça par des copains d'amis. Donc ça parle aux gens, ton histoire parle, ça touche les gens. Et toujours les gens disent waouh, incroyable, ou alors tu sais pas, moi je me suis retrouvé dans une situation, j'ai pensé à ton livre, j'ai eu ce problème, j'ai pensé à ton livre, ah bah ça tombe bien, c'était en plein Covid. Donc je mets ça et je dis écoutez les amis, je sais que vous êtes à la maison, donc il m'est arrivé une histoire, je vous l'offre. C'est ma petite contribution. Et du coup, quelle était la partie la plus difficile à écrire? Étrangement, les parties les plus difficiles, c'est pas sur l'accident à revivre, parce que j'en ai tellement raconté, et puis au final, ça reste pour moi un bel accident. Il s'est passé plein de belles choses, de rencontres, d'aventures. C'était vraiment comment décrire les choses qui m'ont le plus surpris. Et donc là, il y a un petit passage, c'est le passage où je rentre, je vais à l'aéroport, avec ce bateau de pêcheurs. La mer grossit, s'arc-boute et projette sur nous des paquets d'eau salée. Même les flots sont en pente dans cette histoire. Pour me protéger, Moïse me recouvre entièrement d'une bâche. Le son du moteur et l'explosion des vagues contre la coque en bois se mêlent à présent au craquement et aux vibrations de la bâche en plastique qui me recouvre et claque dans le vent. Sous mon abri de fortune bleue, l'odeur aussi change. S'offre à mes narines le catalogue olfactif des best-sellers de l'import-export à Taorodili. L'épais film qui me sert de ciré marin à collecter toutes les fragrances des cargaisons protégées lors des innombrables traversées. Jerrycan d'essence, poissons frais, cages de poules et de coqs, grappes de chevreaux, paires de chèvres ou grands boucs solitaires, sacs de riz, de sucre ou de café, cartons de lessive, bottes de feuilles de légumes, livraison de ciment. Nous sommes aujourd'hui 4 hommes, c'est un chargement léger. Le bateau est rapide, il nous faudra moins d'1 heure pour rejoindre Villa. Il en faut 5 à pied, par le chemin de côte quand la mer n'est pas praticable. Nous débarquons, mon tout petit voilier est toujours à sa place, en cale sèche. C'est très bien écrit. Merci. Et du coup, c'était la partie la plus difficile parce que tu découvrais le style en fait d'auteur, comment faire passer des émotions ou une description en fait. Tu fais beaucoup de répétitions à un moment, du coup pour montrer la quantité de choses qui s'accumulent sur le bateau. L'idée, c'est qu'à un moment, passer de j'ai pris le bateau et m'a fait traverser à finalement quand on ferme les yeux, il se passe beaucoup de choses. Et d'avoir juste même l'idée, quand on a une discussion tous les deux, on parle, c'est rare qu'on va parler d'odeur. Tiens, j'étais dans le bureau et puis ça sentait ça, il y avait quelqu'un peut-être qui a mis du gel. Et de faire ce travail, et de découvrir vraiment ce travail d'écriture. Enfin, c'est un moment, je sais pas si c'est le plus dur, mais c'est vraiment un moment où je suis allé vers quelque chose pour faire vivre au lecteur ce que je vivais. Et c'est ce qui me touchait vraiment. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu souhaiterais que tes lecteurs retiennent de ton histoire, au-delà du récit de survie? Il y a un message vraiment politique par rapport à l'eau, c'est sûr, au manque. Donc quand on traverse les villages du Timor, on voit comment on peut aussi vivre avec très peu de choses, le gap entre comment on vit nous et comment ces personnes vivent, vraiment d'une belle façon en plus, même s'il y a beaucoup de lacunes. Donc il y a prendre conscience on le sait, on le dit, c'est partout depuis des années, du trop de choses qui nous entourent. Et la conclusion, c'est qu'une des choses qui m'a sauvé, c'est d'aimer le moment,
quel qu'il soit, avec mon corps tout cassé et qui sent la charogne. Et voilà, et qu'on soit tout cassé, qu'on soit dans telle ou telle situation, il y a encore souvent de l'espoir. En tous les cas, là, dans ma situation, je n'allais pas me faire réveiller au matin par un soldat à coup de botte. J'étais libre. Donc, apprécier sa liberté, apprécier son verre d'eau et se dire, ouais, c'est chouette en fait, je suis un mammifère et que je suis petit, je suis gros, j'ai la peau de telle ou telle couleur. On est des animaux, quoi. On est vraiment des animaux. En tout cas, moi, je suis heureux d'être un animal. Je cours en montagne comme un bouquetin, je plonge en apnée, pas comme un poisson, parce qu'ils sont 10 000 fois plus forts que moi. Mais en tous les cas, c'est vers ça que j'aime. Et le message, en tous les cas, je pense que la sobriété, je bois plus, je suis végétarien. Quand je plonge, je respire plus. La sobriété peut être hyper enivrante, hyper heureuse, hyper joyeuse d'expérimentation. Quand j'invite les copains à manger végétarien, je leur fais des festins, ça croustille, il y a des sauces, on s'en met plein partout, on fait vraiment des trucs. Voilà, la sobriété peut être vraiment quelque chose d'hyper agréable, enivrant, expérimental, assez punk en fait. C'est assez punk, c'est assez rock.